Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. Hem, le le vlog précédent a été, plutôt bien reçu, ce qui est cool, alors que je me suis quand même, plutôt lâché et à la réécoute, je me suis rendu compte que, ouais, bon, bah, j'étais quand même plutôt confus, c'était pas aussi fluide que je l'aurais voulu. Écoutez, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas parlé dans un micro, que je me suis pas exprimé comme ça, dans de longues logorées, j'ai un peu perdu la main, si tant est que je l'avais jamais eu. Bon écoutez, c'est pas trop grave. Hem, Nous voilà donc dans le vlog 28. Comme annoncé dans le vlog précédent, on va parler aujourd'hui des Stormcast Eternal et comment je les ressens, comment je les vois dans cette troisième saison, mais aussi plus largement de comment je les perçois et je les vois et ben, au bout de 5 ans, 6 ans de Age of Sigmar dans cette troisième version, et donc dans cette saison 3 qui démarre tout juste en juillet 2023. Alors, euh, en préambule pour cette vidéo et les suivantes, je vais partir du principe que vous êtes à peu près au fait des grandes lignes et des nouveautés apportées par la nouvelle saison d'AOS. Donc que vous savez ce que sont les héros sorciers avec le mot-clé Locuste, c'est quoi? C'est quoi déjà le mot-clé? Antoran Locuste ou un truc comme ça? Euh, alors attendez que je vérifie. Non, là c'est pas inscrit du tout. Mais je crois que c'est ça, c'est Antorian. Antorian Locus. Donc ces fameux héros de 9 points de vie ou moins qui ont accès à un certain type de sort et qui permettent à votre armée de bénéficier des points de magie primaire, des dés de magie primaire. Alors, on va se remettre là-dessus. Euh, Comme je l'ai dit vite fait dans mon vlog précédent, apparemment, il y aurait des inquiétudes à propos des Stormcast Eternal pour se maintenir dans la saison à venir. Parce que leur domaine de magie ne serait pas assez fort, enfin n'est pas assez fort. Apparemment, ce serait un fait établi. Et je me vois mal le contredire parce que si sur le papier, je vois pas de problème, il est bien vrai que je ne suis pas du tout un joueur assez assidu sur table pour avoir pu me forger une opinion suffisamment stable, quoi. Je peux pas me rendre compte. J'ai pas suivi les Worlds cette année. Enfin, pas autant que je l'aurais voulu pour plein de raisons d'AOS. Et puis aussi, j'ai été moins présent au niveau des clubs proches de chez moi et j'ai moins suivi sur les forums les retours sur les championnats et sur les trucs, tout ça. Donc je me rends pas compte, beaucoup moins dans les faits, dans le pratico-pratique des parties par rapport à la V1 ou la V2 où je me suis montré un peu plus assidu dans mon suivi. Ça a été moins le cas cette année, malheureusement. Mais sur le papier, ça paraît pas évident pour ça à la lecture que euh, le domaine de magie, en l'occurrence, serait pas bon. Alors effectivement, il est moins fort que certains autres, comme notamment celui de Tsench, qui est très polyvalent, mais malgré tout, il y a des sorts corrects de dégâts et des sorts corrects de buff et de soutien chez les Stormcast. Mais bon, peut-être qu'aujourd'hui, et c'est en fait ce qui est assez vrai malgré tout, ce qu'on doit constater dans cette V3 de Age of Sigmar, là depuis déjà un an, c'est que avoir des caractéristiques correctes, bah, en fait c'est pas suffisant. Parce qu'il faut être, il vaut mieux avoir quelque chose de très spécialisé et qui puisse faire quelque chose de très 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 bon, je très 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 bien, mais là je me reprends en vous parlant, c'est que ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas qu'il fallait mieux avoir une unité qui soit efficace sur quelque chose de très précis et qui, parce que on l'exploite, et ben on sait très bien ce qu'elle va faire et on sait qu'elle va être fiable pour le faire. Bien entendu, bien entendu, bien entendu. Après, c'est aussi la force des Stormcast Eternal d'être à la fois une armée très résiliente qui est très adaptable. Mais et malgré tout, avec la capacité d'avoir des choses qui fonctionnent très très bien, très très fort et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, ce,
je pense que malgré tout, leur domaine de sort, qui est un domaine de sort qui est là pour soutenir des troupes qui sont très fiables de base, avec des statistiques de base très très fiables, des caractéristiques très fiables, et ben renforcer cette fiabilité ne peut que être bon, en fait. Je vois pas... Parce que c'est pas une armée qui va, justement, comme c'est le cas pour Tsench aujourd'hui, dépendre d'un domaine de magie très agressif pour pouvoir essayer de bâcher l'adversaire. Les Sancasternales, ils ont des troupes qui sont capables de le faire de façon très très efficace. Donc leur permettre de fiabiliser encore plus leur capacité à le faire, je vois pas pourquoi je vois pas où serait le problème, en fait. Bon. Par contre, tout ça pour dire que je trouve qu'il est évidemment une erreur d'analyser l'aptitude d'une armée à performer dans cette 3e saison uniquement à l'aune de son domaine de magie. Ça me paraît assez évident. Avant de parler, de retourner concrètement dans... je vous avais dit que je vous présenterais des listes d'armées, c'est celles qui m'intéressaient ou sur lesquelles je souhaitais un peu me concentrer pour cette V3, pour mes prochaines parties personnelles. Je voudrais vous permettre d'avoir une vision un peu plus macro sur l'armée en elle-même, avant qu'on rentre dans le vif du sujet des listes d'armées. Je vous propose de faire un petit retour sur les différentes unités du point de vue de cette nouvelle saison. Alors du point de vue de la V3 en général, mais aussi du point de vue de cette nouvelle saison, avec cette forme de magie un peu particulière qui va quand même driver l'année à venir. Donc actuellement, chez les Sancasternales, on a 27 héros à pied qui peuvent bénéficier de la nouvelle règle de Attention Messire. Alors, elle est où ? Elle est là, Attention Messire. Vous devez soustraire un objet de touche pour les attaques d'armes à projectiles sur la cible, si la cible est un héros ennemi, à 3 pouces ou moins d'unités ennemies comptant 3 figurines ou plus, si ce héros n'a pas de monture, à l'exception des compagnons. Il ne peut pas non plus être ciblé par des attaques d'armes à projectiles si la figurine attaquant est à plus de 12 pouces de lui. La règle d'attention messière ne s'applique que si le héros a une caractéristique de blessure de 10 ou plus. Et en fait, c'est cette question-là qui va nous intéresser. Héros qui a une caractéristique de 10 ou plus. Donc, actuellement, chez les Sancasternales, on a 27 héros à pied qui peuvent bénéficier de cette nouvelle règle Attention Messire. Petite parenthèse, 27 héros à pied, sans compter ceux sur monture et Behemoth. En vrai, ce chiffre, il est aberrant. Et il est l'une des conséquences de la manière dont Game Workshop travaille et conçoit ses armées, et ce que je critiquais dans mon vlog précédent. Au total, l'armée Sancasternale a à disposition 40 unités de type héros, et également 5 unités uniques non-héros. J'ai pas compté les évocateurs qui accompagnent Averon Stormsire, en tant qu'unité unique. Il y a actuellement les libérateurs uniques, là, les 3 figurines, les hunters uniques, là, en 3 figurines. On a la nouvelle unité de... Attendez, je vais vous les montrer en même temps. Donc là, ici, je crois pas qu'on puisse voir... Ils sont plus disponibles à l'achat direct, ici. Je pense que si je vais... Là, ici... Non, pardon, pas cadeau, boîte de jeu. Boîte de jeu, est-ce qu'ils existent toujours dans Warhammer toutes les bandes? Je crois pas, parce que avec leur système de saison, ils ont arrêté de les rendre disponibles. Moi, je trouve ça pas bien du tout, hein, d'un point de vue commercial. Je trouve ça pas bien. Si les figurines sont dans les Battle Tom, il faut que les figurines soient disponibles à l'achat. Je m'en contrefiche que ce soit un coût... Enfin, je comprends tout à fait que ce soit un coût de production et tout. Je l'entends très très bien. Mais c'est de leur responsabilité. C'est eux qui ont décidé de fonctionner de cette manière. Donc, on a là ici une nouvelle unité. Somme toute des figurines très très sympas. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on les voit en groupe? Voilà, cette nouvelle unité-là. Je sais plus comment elle s'appelle, mais ils ont un nom, bref, peu importe. Donc ça, c'est une 3e unité, enfin 4e, puisque nous avons un Averon Stormsire, c'est ça. 3e unité nommée. Nous avons la nouvelle unité qui est issue de cette boîte. Celle-là. Les Domitanes de l'œil de l'orage. Superbe figurine. Et nous avons qui d'autre? Mais j'aurais dû directement aller chercher. Hop là. Hop. Alors c'est chiant, je suis obligé de faire à la molette. C'est pas très agréable.
pour nous avons donc les Dominican Storm Coven, ça aurait été plus simple, j'aurais dû faire comme ça depuis le début, désolé. Donc à 275 points. Les Questor Soulsworn, qui sont les nouveaux, à 230 points. Nos Steelheart Champions, qui sont aujourd'hui plus disponibles à l'achat, à 90 points. Les Fast Riders à 90 points. Et, c'est ça, les Truth Seeker de Xandir à 230 points. Donc voilà, nous avons actuellement donc 1, 2, 3, 4 unités, j'ai dit 4 unités, je crois. Bon, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup d'unités en comparaison de ce qui est disponible, de ce qui... C'est beaucoup de figurines alternatives ou d'unités tout court, viables ou pas viables, chez les Stormcast Eternal, qui ont été produites depuis 2016, en comparaison de ce qui a été mis à disposition pour les autres armées. Il faut quand même se rendre compte du décalage très très important qu'il y a à ce niveau-là. Moi personnellement, j'adore ces figurines, elles sont toutes très belles, elles sont toutes super sympas, donc pour le modélisme, pour la peinture, c'est cool, c'est vraiment super. Même en plus, je trouve qu'elles sont sympas pour les JDR, elles ont des positions sympas et tout, elles sont stylées. Et d'ailleurs, enfin, en l'occurrence, personnellement, moi je les joue le plus souvent dans des configurations de jeux de rôle que sur table, de toute façon. Parce qu'elles sont pas des règles extraordinaires, faut quand même l'avouer. Le portage d'un jeu à l'autre est pas fait de manière très, très, très intelligente, malheureusement. Alors qu'il suffirait de pas grand-chose pour les rendre à peu près viables. Il suffirait de dire que les Fast Riders et les... où est-ce qu'ils sont ces cochons là, que je les vois plus. Là, les Steelheart Champions, ils sont lignes dans une armée de Hammer of Sigmar. Ça ferait une ligne à 90 points, ce serait des lignes les moins chères disponibles. Et peut-être que... Je sais pas si on les jouerait, mais je pense que... Au moins, ce serait logique, ce serait cohérent d'un point de vue lore et règles, mais bon, bref. Ce serait le minimum à faire. Bon. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est lorsque on voit à côté les Oruk War Clan, et plus précisément les Mâches Fer, donc Iron Joe, qui sont donc l'une des armées qui a tiré l'œil, qui sont sorties en 2016-2017, même je dis une bêtise, même dès 2015, il y avait déjà des figurines disponibles, et ces figurines, donc il y a faut quand même se rendre compte que dans cette armée des Iron Joe, et ben les Iron Joe, c'est 3 unités, c'est tout. Donc les Hard Boys, les brutes et ceux sur cochons. Je pense que les cochons ils sont en bas parce qu'ils sont plus... voilà, c'est ça. Les Gorgunta. Et on a un héros Warchanter, un héros sorcier et un héros sur gros bestiaux, dont une version nommée. Voilà, c'est ça. Et oui, c'est ça, on a une jolie figurine en plus. Il y en a 2 des figurines de... Il y a ça, c'est la version pour Warhammer Plus, et il y en a eu une autre qui était une figurine de Noël ou je sais pas quoi. Et il y a également, oui, 2 unités qui viennent de Underworld. Super. On joue pas. Voilà, c'est ça cette armée. Et depuis 2016. C'est quand même triste, que en l'espace de 3 Battle Tomes, on n'ait pas eu une version d'un héros sur sanglier, une version d'un héros sur un char, ou une unité de char. Dans leur lore, on n'arrête pas de nous répéter que ce sont des dompteurs de monstres, des dompteurs de gros monstres, de gros bestiaux et tout ça, que c'est leur kiff de se confronter, de dire que c'est eux les alphas de Gur. Bon bah en fait, y a rien. Enfin, c'était que des opportunités pour leur faire monter des créatures et avoir de multiples options d'ajout de monstres domptés dans cette armée. Ben, que dalle. Enfin, c'est la tristesse absolue, quoi. Enfin voilà, c'est qu'un exemple. C'est qu'un exemple, en fait, pour qu'on se rende compte un petit peu de 2 armées qui ont été conçues et proposées économiquement aux clients, à la communauté, aux joueurs, aux hobbyistes, à la même période, les Stormcast Eternal et les Oruk Mâche Fer Iron Joe, et la différence absolue, le gap total de propositions de produits d'une armée à l'autre. C'est quand même assez incroyable. Donc, au total, l'armée Stormcast Eternal a à disposition 40 unités de type héros et également 5 unités uniques, non héros. Ça, c'est ce que je viens déjà de vous dire.
en vrai, sur ces 40 héros, combien s'intègrent convenablement dans une armée Stormcast? Et combien ne sont quasiment jamais joués, à part pour le fun? Parce qu'en réalité, c'est juste qu'ils sont inadéquats au rapport de force entre les armées actuelles, hein. Et quand même, cela depuis la V2 d'AOS. Je vous propose d'aller voir une petite liste que j'ai préparée, où je me suis permis de reprendre les 40 héros actuellement disponibles, d'un point de vue règle, et bah, pour qu'on en parle un peu. Alors, attendez, hop là, je vais mettre ça comme ça, je déplace un peu les choses sur mon truc, pour ça c'est bien visible pour vous, a priori c'est bien visible pour vous. Ok, parfait. Alors, allons-y. Premier héros. Est-ce que si je vais plus... Voilà, je peux faire comme ça, ça va plus vite. Hop là, avec mes gros clics de souris. Premier héros, Astria Solbright. 170 points, sortie de niveau 1. Elle a quelques cas particuliers. Elle monte un Dracoline. En vrai, il sert pas à grand chose. Ça lui permet juste de se déplacer un tout petit peu plus vite et d'avoir un petit peu plus de points de vie. Et c'est supposé être une... Sur le papier, c'est quoi? C'est une Lord Arcanum ou c'est une... dans son lore? C'est une Lord Arcanum. C'est une Lord Arcanum. Oui, c'est une Lord Arcanum, bien sûr, oui. Je n'avais pas de doute. Et sa seule capacité, c'est d'avoir un bonus en plus 1 en sauvegarde à une unité sacro-sainte à 12 pouces de L. Entièrement à 12 pouces de L. Donc voilà, donc c'est pas... En vrai, c'est très 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 spécifique, les unités sacro-saintes. Alors vous me direz, a priori on l'utiliserait pour accompagner une unité de Evocator sur Dracoline, donc ils ont forcément une mot-clé sacro-sainte. Mais malgré tout, ça veut quand même dire que elle peut pas accompagner autre chose. Genre, ça pourrait être intéressant si elle buffait n'importe qui, peut-être de mettre un +1 en sauvegarde à la cavalerie lourde, enfin la cavalerie monstrueuse, ceux qui sont sur Dracoth. Bon bah là en fait elle est quand même elle est trop spécifique, c'est juste un sorcier de niveau 1. Alors aujourd'hui dans cette V3 de Age of Sigmar, 170 points pour sorcier de niveau 1, c'est tout à fait lambda. C'était dans la V1, au début de la V1 de Age of Sigmar, qu'un personnage à 170 points pouvait être sorti de niveau 2. Là aujourd'hui, on sorti de niveau 1 à 170 points, c'est tout à fait lambda. Mais malgré tout, en fait, elle n'apporte pas de choses extraordinaires, donc en fait, on la joue pas. Ensuite vient Aventis Firestrike. C'est notre seul sorcier de niveau 2 de toute l'armée, il est à 270 points et pas à 220 points. 270 points, qu'est-ce qu'il a, Aventis Firestrike? Bah, il est nommé. Il est sur un socle de 10 cm, ce qui est correct. Mais en fait, ses sorts personnels sont pas incroyables, hein, c'est du D3 dégâts. Il fait pas mieux que les autres. Après, ses autres compétences sont les mêmes que n'importe quel Lord Arcanum, donc en fait, autant aller chercher n'importe quel autre Lord Arcanum moins cher. Et ses bonus, en fait, sont obsolètes. J'ai marqué que voilà, ses bonus étaient obsolètes. Tout simplement parce que on trouve mieux pour beaucoup moins cher dans toutes les autres options de l'armée, donc on va pas le jouer pour ses bonus en fait, tout simplement ces bonus ne sont pas intéressants, donc voilà, même si c'est un sorcier de niveau 2, on va pas le jouer, sachant qu'il a même pas de bonus pour lancer ses sorts, c'est supposé être le top du top, c'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue lore, les deux seules personnes qui sont au-dessus de lui d'un point de vue responsabilité chez les Hammer of Sigmar, ce sont Bastian Cartalos, et après, juste au-dessus, c'est Sigmar. Donc en fait, c'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue responsabilité, il est juste au-dessus de Vandus Hammerhand, Aventis Firestrike. Donc c'est un peu triste hein, d'avoir un personnage qui est aussi peu intéressant, la figurine est hyper sympa, mais voilà, donc 270 points, on le joue pas. On joue pas. Ensuite vient Averon Stormseer. Alors Averon Stormseer, c'est un personnage nommé qui nous vient de Underworld. C'est normalement un... qu'on appelle ça? Un Arcanum, je crois. Un Night Incantor. C'est un Night Incantor nommé. Donc il a effectivement la possibilité de pouvoir contrer un sort. Après, son sort personnel n'est pas incroyable. C'est celui qui fait des dégâts partout, ou c'est... C'est ça, il fait des dégâts à tout le monde. En fait, l'intérêt, c'est qu'il fait des dégâts à tout le monde, mais on s'en fout, en fait. On s'en fout parce que c'est pas suffisant. Il coûte trop cher pour ce qu'il fait, même s'il est accompagné par
deux évocateurs, voilà, tout le monde s'en bat, et il permet juste de faire une figurine de Knight Incantor un peu différente de l'original, enfin d'en faire une version masculine, parce que la version originale est féminine, et voilà, ça permet d'avoir des figurines différenciées si on en joue plusieurs, mais il sert à rien, sinon on ne le joue pas. On ne le joue pas. Ensuite vient un nouveau personnage qui avait fait pas mal pleurnicher à l'arrivée de la V3, qui est donc Bastian Cartalos, faire ce personnage à 300 points, son coût en points n'a jamais été modifié, il est bien à 300 points. Je tiens à vous signaler que lui à 300 points, j'en parlerai plus tard, pour l'instant on va se focus sur la liste de nos héros. Super personnage, moi j'adore. Il est extra. Je l'ai acheté direct et j'ai acheté 2 figurines de Warhammer 40 000 pour pouvoir en faire des versions alternatives. Le Lord Commander des Black Templars qui est en cours de peinture là. Et le problème c'est que les personnages sympas nommés dans 40 000 ils sont sur des socles de 60 et Cartalos il est sur un socle de 50, donc c'est un peu relou. Et j'ai le lion, là, voilà, j'allais attraper la boîte mais elle est un peu loin. La nouvelle figurine du lion des Dark Angel, que pareil je vais aussi un peu convertir pour en faire une version alternative de Bastian Cartalos. Donc c'est une super figurine, toutes ses compétences sont utiles, il cogne comme un bœuf. Il est virtuellement intuable dans cette nouvelle version du jeu. Il est efficace contre quasiment n'importe quoi. C'est une super figurine. Pardon, j'ai tapé avec ma bague dans un truc en fer. Donc lui on le joue. Il est Hammer of Sigmar, donc il est limité au Hammer of Sigmar, mais c'est pas grave parce que c'est une sous-action qui fonctionne plutôt bien chez les Stormcast. Vient ensuite le Célestin Prime à 330 points, qui est aussi très jouable, et notamment parce qu'il a ça pour lui, que c'est effectivement un excellent allié pour n'importe quelle armée de l'ordre, parce que c'est un gros DPS, assez polyvalent, qui vole, très tanky, et qui en plus a ça pour lui, d'avoir sur son War Scroll la capacité d'arriver en frappe en profondeur, et donc d'apporter cette option de pression à l'adversaire dans certaines armées de l'ordre qui n'ont pas de base d'unités qui peuvent avoir l'aptitude de frappe en profondeur. C'est pour ça qu'on l'aime bien aussi en tant qu'allié. Donc voilà. Ensuite vient le Drakesworn Templar. Le Drakesworn Templar, 400 points. Il est trop cher et c'est un doublon moins intéressant de sa version, de la version Célestan. De la version héroïque, la version avec plus de responsabilité dans le lore. Donc qui est donc le Célestin sur Drakesworn. Donc voilà, le Templar, malheureusement, il est trop cher et c'est un doublon moins intéressant. Donc on ne le joue pas. Voilà. Ensuite vient Gardius Steel. Ça, c'est un héros qui est nommé, qui est arrivé au courant de la V2. Qui a fait plaisir, ne serait-ce que parce que c'est un personnage... alors c'est le chef de la chambre d'assaut, de la première chambre d'assaut des Hallowed Knight. Donc en fait c'est l'équivalent de Vandus Hammerhand, mais pour les Hallowed Knight. Et son intérêt, il est joué dans un style de compo très précis. C'est un personnage nommé aussi. Et donc lui on le joue, mais dans une compo précise. C'est-à-dire qu'en fait on peut pas, il n'est pas intéressant de le jouer dans n'importe quelle compo, mais il est joué. Ensuite vient Gavriel Surhurt. Alors Gavriel Surhurt ou Surhurt, utile dans une seule compo qui a été nerf, donc on ne le joue plus aujourd'hui. Voilà. Forcément il est que à 110 points parce que tout le monde s'en fout. Mais voilà, donc voilà, un héros Age of Sigmar avec une figurine un peu sympa, qui est sorti au tout début de la V2 ou au fin V1. Je sais plus trop à quelle occasion. Je crois qu'il est sorti avec un bouquin, ou un truc comme ça. Voilà. C'était l'époque où il sortait un petit peu des héros pour tout et n'importe quoi. On a eu pas mal de héros Stormcast à ce moment-là. Et il est sorti à cette occasion. Et il faisait la fameuse Gavbond de Gavriel, qui permettait en fait, avec son aptitude personnelle son aptitude de commandement qui permet de cumuler les bonus à la charge, tant on pouvait cumuler les aptitudes de commandement avec un même héros, sur une même unité. Donc en fait il permettait de faire arriver en FEP une unité, en l'occurrence souvent une unité de paladin rétributor, donc avec leur gros marteau, et de s'assurer une charge efficace, de s'assurer la charge grâce à son aptitude de commandement. Aujourd'hui, il n'est plus possible de cumuler les aptitudes de commandement, donc forcément, je crois que il fait un plus 3 en charge, un truc comme ça.
Pardon. Et il peut maintenant... Bah, ok, maintenant il peut juste reroll la charge. Donc voilà, donc on ne joue plus. On ne joue plus. Ensuite vient Karazai. Karazai, le blessé, The Scared, Donc il a commencé sa vie à 600 points, il a perdu 70 points, donc aujourd'hui il est jouable parce qu'il a perdu, notamment parce qu'il a perdu 70 points. C'est un très gros DPS, vraiment un gros DPS de corps à corps particulièrement efficace, et il a un gros tanking, et c'est un behemoth. Voilà, il est joué aujourd'hui parce que il fait le taf, clairement en corps à corps. Il fait clairement le taf. Il a quand même fallu qu'il perde 70 points pour qu'on se décide à le jouer. Alors il n'a pas perdu 70 points d'un coup, hein, il a perdu progressivement ses points, mais c'est quand même particulier de... Ils avaient quand même été clairement surévalués. Bon après, c'est vrai qu'ils avaient été, et lorsqu'ils sont sortis au début de la V3, on était dans la période des monstres. Et à ce moment-là, jouer Behemoth, jouer monstre, et ben c'était avoir... il y avait des petits bonus importants, en haut aussi des bonus lorsqu'on les butait, mais bon bref. Ensuite vient... donc aujourd'hui il est jouable, ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est quand même un certain investissement, il n'est pas jouable n'importe où. Après l'intérêt c'est que il ne nécessite pas, après c'est un nommé, donc c'est plus difficile, mais énormément de synergie pour qu'il soit joué. À la différence, on verra plus tard, du Célestant sur Star Drake, qui lui a besoin d'avoir quand même d'orienter un peu votre armée pour prendre soin de lui et le soutenir. C'est pas le cas de Karazai. Karazai, vous le mettez dans votre liste et puis il fera le café tout seul. Ensuite vient le Knight Arcanum. C'était la nouvelle figurine qui était l'une des nouvelles figurines qui était dans la boîte de base de la V3. Figurine très très sympa. Qui en fait n'avait pas un très grand intérêt. C'était un énième sorcier de niveau 1. Qui en fait se retrouvait un petit peu en direct comparaison avec le sorcier de base niveau 1, le Knight Incantor, arrivé dans la version 2 des Stormcast, et donc de Age of Sigmar. On le joue pas parce que tout simplement ses compétences sont sans intérêt. Alors attention, quand je dis que des compétences ou des bonus sont sans intérêt, je vous dis la petite phrase là en haut, je dis pas que l'idée de la compétence est mauvaise. Je dis qu'en l'état actuel du gameplay, elles servent à rien. C'est ça que je veux dire. Je dis pas que la compétence c'est de la merde et que c'est pas une bonne idée, hein, que c'est du mauvais travail. Ce que je dis c'est que par rapport à l'état actuel du jeu, bah, il y a une grosse inadéquation entre ce qui est attendu de ce personnage avec sa compétence, avec ce que son rôle sur son War Scroll suppose de ce qu'elle peut faire, et ce qui est réalisable dans le jeu aujourd'hui en termes de gameplay. En l'occurrence, son truc un peu spécial à elle, c'est donc les sorts prédateurs ne peuvent pas passer à moins, au cours de leur mouvement ou finir leur mouvement, dans les 3 pouces de cette unité. Bon, en fait, c'est trop court. C'est beaucoup trop court, 3 pouces. Déjà, 6 pouces, ce serait limite, mais pour la rendre jouable, il faudrait que ce soit 9 pouces. Donc voilà, il faudrait tripler la portée de son aptitude personnelle pour en faire une unité de se dire ouais, ok, je vais la jouer parce qu'elle va me permettre de contrer cette situation très précise des sorts prédateurs. C'est-à-dire que dans cette nouvelle version du jeu, on va avoir sans doute plus de sorts prédateurs qu'avant sur nos tables. Eh bien, elle serait tout indiquée si seulement cette compétence avait pas une portée qui est ridicule. Voilà. Donc voilà, on la joue pas juste pour ça. Parce qu'on va le voir par la suite, il y a une flopée hallucinante de héros de niveau 1 qui sont plus intéressants que elle. Donc voilà, on joue pas. Ensuite vient le Knight Azyros. Le Knight Azyros, c'était un personnage qui vient de la V1, de Age of Sigmar. C'est assez drôle de constater que ce sont ces modèles de figurines de Stormcast qui sont un petit peu sur le corps du Liberator, quand même des armures qui ont pas l'air d'être très très souples. C'est pas grave, hein, c'était le style graphique de l'armée. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même un travail pour les rendre un peu plus souple, un peu plus agile. Bon bah là, à l'époque, ça était vraiment dans le mec engoncé dans de l'armure lourde, quand même très visible sur cette figurine. Le Knight Azyros,
qu'est-ce qu'il a pour lui? Il peut voler, donc il a un mouvement de 12, et malheureusement, son bonus est aujourd'hui obsolète, puisque une fois par tour, à la fin de la phase de charge, il peut choisir une unité qui est à 9 pouces de lui, et toutes les unités qui vont cibler, donc au corps à corps, ces attaques, puisqu'on est après la phase de charge, auront un +1 pour la toucher. C'est donc dans la phase de combat suivante. C'est pas incroyable, puisqu'aujourd'hui, n'importe quelle aptitude de commandement permet de le faire. Alors vous allez me dire, oui, mais là, ça permet à toutes les troupes qui sont autour, donc pas qu'une seule, de cibler. C'est vrai. Mais il y a d'autres occurrences moins chères ou plus efficaces dans l'armée qui vont permettre de faire ça. Donc, en fait, finalement... on va pas prendre un de nos 6 slots de héros, même si on joue rarement 6 héros dans l'armée. En fait, n'importe quel, quitte à avoir 120 points, on va aller chercher une unité de ligne qui va être tournée entre 110 et 130 points à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, toutes nos lignes sont quasiment à 120 points, seront plus intéressantes, plus efficaces et auront plus d'impact en termes de gameplay. Donc on ne joue pas le Knight Azyros. Ensuite vient le Knight Draconis. Le Knight Draconis, 300 points. Monstre volant, superbe figurine à tous les points de vue, arrivé avec la V3 d'Age of Sigmar, très 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 gros DPS. Il y a eu du nerf parce qu'il était quand même un petit peu trop fort à son arrivée, mais malgré le nerf, ça reste une figurine extraordinaire en termes d'aptitude sur le champ de bataille, et on la joue ne serait-ce parce que si vous avez envie de jouer des dragons qui sont quand même très viables, il permet de les faire passer en ligne, donc rien que pour ça, on le joue. Donc il est obligatoire pour sa compo de dragons. Mais au-delà de ça, ça reste une figurine qui est tout à fait viable, même si on a juste envie d'avoir un héros dragon. Ce qu'on fera pas trop, parce qu'on essaie quand même d'avoir des armées orientées, avec un peu spécialisées, et que du coup, à 300 points, autant prendre n'importe quel autre héros, ou combo de héros, de 1 ou 2 héros, qui vont buffer autour. Bref. Mais ça, voilà, lui on le joue. Ensuite vient le Knight Heraldor. Donc le Knight Heraldor, ça a été une figurine qui... Bon déjà, elle n'est pas ultra ouf, elle n'est pas ultra impressionnante, enfin elle n'est pas incroyable en termes de graphisme. On est clairement dans une figurine de la V1. Et c'est une unité qui a été jouée en V1, mais vraiment dans des listes d'armées, ce qu'on appelle les listes d'armées White Dwarf, donc non compétitives. Elle n'est pas incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on a un mec avec qui a l'air d'être... À l'époque, il faut savoir que chez les Stormcast Eternal, même si c'est un peu toujours le cas, il n'y avait aucun état-major. Alors, pour les gens qui ont commencé Warhammer avec Age of Sigmar, le concept d'état-major n'existe plus dans Age of Sigmar. Même si je pense que ça pourrait être quand même une bonne chose qui soit réidentifié comme tel, mais bon... En fait, lorsque on parlait d'état-major dans Warhammer Battle, c'était le combo, le triptyque champion, musicien, porte-bannière. Et aujourd'hui, il y a plein d'unités qui ont ce combo champion, musicien, porte-bannière, sauf qu'en fait, ou porte-étendard plutôt à l'époque, en fait, l'intérêt c'est que dans Warhammer Battle, ce combo, ce triptyque état-major, en fait, c'était un petit peu l'équivalent de ce qu'on a dans nos mots-clés aujourd'hui. À peu près. C'est-à-dire que c'était des termes très précis qui revenaient systématiquement. On disait état-major complet, c'est-à-dire qu'en fait, on savait qu'on disait état-major complet, on avait le champion, le musicien, le porte-étendard. Et là, aujourd'hui, en fait, cette question du champion, aujourd'hui, on le dit à voix haute, on le dit en discutant en partie. Mais en fait, à en parler, le terme de champion n'est pas un terme en gras, si vous voulez, c'est pas un terme qui est identifié comme le terme vol, comme le terme sorcier, etc., etc., ou le terme monstre. Et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas... Enfin, pour moi, ça fait partie aussi des petites erreurs qu'ils ont pas pris en compte. Ils auraient dû, en fait, dire... comme le terme de totem, aujourd'hui, maintenant, voilà, vous voyez, là, le terme de totem, il est ici... c'est quelque chose qui est identifié, en fait, ça devrait être dans ce concept-là de l'état-major. Voilà. Donc, dans la V1 de Age of Sigmar, nous avions juste des champions dans les troupes, dans nos unités de troupes, pardon.
Et nous avions donc notre héros, Knight Heraldor, qui était un musicien, mais qui était du coup un héros, qui était le seul musicien de l'armée à proprement parler. Mais en fait, eh ben, il a aucun rôle sérieux sur le champ de bataille. En fait, puisque on attendrait d'un musicien qui soit là pour coordonner et apporter des bonus aux troupes autour, mais en fait, c'est pas le cas du tout. Parce que sa trompette, c'est la trompette de Jericho. Elle est là pour faire trembler les éléments de décor à une certaine distance de lui, et par là même, du coup, blesser les troupes qui sont autour de ce fameux élément de décor. Dans les faits, un héros qui n'apporte pas de bonus autour de lui, même s'il n'a jamais été très cher, hein, il a toujours été entre 100 et 130 points, suivant les versions. En fait, il tape pas au corps à corps, il apporte pas de bonus, et la seule chose qu'il a de spécial, c'est de faire un peu des dégâts à une certaine distance, même si c'est des blessures mortelles. Et ben il y a une pléthore d'options dans l'armée qui vont faire des dégâts de manière bien plus fiable que lui. Donc on le joue pas, on l'a jamais joué et on le jouera pas. Même encore tant qu'il aura ce concept-là. Donc ensuite vient le Knight Incantor, notre fameux Knight Incantor, que j'ai mis en comparaison avec notre Knight Arcanum qui est arrivé en V3. Donc notre Knight Incantor, ça a été un petit peu notre héros symbole de la V2, avec le Lord Arcanum sur Griffe Chargeur. C'est sans aucun doute l'un des héros les plus joués dans toutes les armées de Stormcast Eternal. C'est un sorcier de niveau 1 pas cher, il n'a jamais été très cher, il a toujours été entre 120 et 140 points. En fonction de la version, en fonction des FAQ. C'est l'un des très rares personnages, c'est pas le seul, mais c'est l'un des très rares personnages du jeu qui peut effectuer une dissipation gratuitement, qui a ce fameux PAM, notre fameux parchemin d'anti-magie ou de dissipation, qui est donc une reprise de Warhammer Battle, qui était avant un objet courant, un objet commun, un des objets génériques disponibles à toutes les armées. C'est lui qui l'a eu, qui l'a récupéré, voilà, donc c'est son Voidstorm Scroll. Il a des attitudes correctes au corps à corps, comme n'importe quel héros de Stormcast Eternal. C'est une figurine qui est très sympa. Donc lui on le joue, il est pas cher, c'est un sorcier de niveau 1, c'est un petit peu la base. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a créé le Knight Incantor, quel est l'intérêt de créer un Knight Arcanum, puisqu'on a déjà un sorcier de niveau 1 pas cher. Donc voilà. Donc lui, on le joue. Ensuite vient le Knight Judicator. Le Knight Judicator, c'est une nouveauté de la V3, qui a commencé sa carrière à 200 points, qui est aujourd'hui à 180 points. C'est un excellent sniper, notamment parce qu'il a une portée tout à fait correcte de 30 pouces et notamment une pénétration d'armure de 3, des dommages de 3. Il est extrêmement fiable dans son tir, dans ses 2 tirs à distance. Et voilà, c'est un excellent sniper. Il est carrément joué, et en plus, il permet de faire passer les lignes. La nouvelle unité des Vigilors, qui est moi l'une de mes nouvelles unités préférées de l'armée des Stormcast, qui est pour moi un ajout intéressant, un bon ajout à cette armée. Donc voilà, excellent sniper qui a été ajouté dans cette V3. Ensuite vient le Knight Questor. Le Knight Questor, c'est quasiment la première figurine de Stormcast Eternal à avoir été conçue. À peu de choses près, c'est-à-dire qu'en fait c'est le héros Stormcast Eternal qui était disponible dans la première boîte de jeu Silver Tower, et c'est la première figurine que j'ai peinte. Est-ce qu'elle est... Ouais, elle est là, elle est à portée de la main, elle est juste là, c'est l'une de mes figurines. Hop là. Retirer la poussière qui est dessus, là elle a failli m'échapper des mains. Voilà, c'est l'une des premières... Attendez, je vais voir si, avec le retour... Voilà, c'est l'une des premières figurines que j'ai peintes de Stormcast. Voilà. Et c'est... En fait, j'ai pris tellement de plaisir en la peignant que je me suis dit, allez, je vais pas me lancer que dans Silver Tower, je vais complètement me lancer dans Age of Sigmar, et notamment dans les Stormcast Eternal, parce qu'en fait, moi qui avais
cumulé un achat très très conséquent de Homme Lézard au cours de mon adolescence, et ben j'ai pris du plaisir à peindre de l'armure pour l'une des premières fois de ma vie, puisqu'en fait après j'avais des morts-vivants, et des squelettes et des zombies, donc pareil là je peignais pas des armures. Donc c'est vraiment cette figurine qui m'a fait rentrer dans le jeu. Malheureusement, elle n'a aucun intérêt. Elle n'a jamais eu aucun intérêt. Elle apporte pas de bonus. C'est pas un combattant très très intéressant. Elle a rien de spécial pour qui dirait on a envie de la jouer. Alors que dans son lore, ça aurait pu être tout à fait le Night Questor, justement, un héros qui apporte un nouveau point de vue sur le jeu, notamment des héros qui vont avoir une interaction directe avec les objectifs sur le champ de bataille. Par exemple, dire plus un Night Questor passe de temps sur un objectif, plus il ajoute de lui-même un point de victoire. Voilà, par exemple, à chaque round, ça pourrait être des choses intéressantes comme ça. Ça, c'est des choses qu'ils n'ont pas du tout souhaité exploiter, d'avoir ce type de héros, ce type de trucs. Et je pense que ça aurait été tout à fait intéressant avec ce genre de personnage-là. Donc voilà, donc on ne joue pas le Night Questor. Si vous voulez le jouer, ça vous fera une figurine alternative de champion pour vos Libérators. Ensuite vient cette nouvelle figurine que personne n'avait demandé, et le Night Questor Dacian Anvil, qui est donc une version nommée. Je ne l'ai pas nommé ici, voilà, je marque là, ici, c'est une version nommée. Il a aucun bonus intéressant, aucun rôle sérieux dans une armée. Et il y a eu le Night, pas Questor, mais le Night Vanguard, je sais plus quoi, qui était une version de Night Questor avec une lance, ou avec une hallebarde, qui a existé au début de la V2, entre la fin de la V1 et le début de la V2. Pareil, il n'existe plus du tout. C'est un personnage qui s'est sorti dans un White Dwarf avec une histoire. On le joue pas. On l'a jamais joué, je ne me souviens même plus de son nom. Je ne me souviens plus de son nom, et il est même pas listé aujourd'hui dans les unités. C'est-à-dire qu'en fait, il avait un War Scroll qui s'est sorti dans un White Dwarf, et puis on pouvait le trouver sur internet, et puis c'était tout. Et c'est très bien qu'ils aient arrêté de faire ça. De sortir des héros dans des White Dwarfs, parce que c'est vraiment la fausse bonne idée. Ça, c'était un truc qu'ils faisaient dans. Comment ça s'appelle, à l'époque de. C'est un truc qu'ils faisaient à l'époque de Warhammer Battle, Warhammer Fantasy Battle, et c'était une connerie. C'est une connerie. C'était une autre époque. Aujourd'hui, on pourrait se dire qu'avec Internet, on pourrait plus faire ça. On pourrait davantage en fait faire ce genre de situation et proposer des règles grâce à Warhammer Community et tout ça. Sauf qu'en fait, ils en font rien de concret. C'est-à-dire qu'en fait, ils sortent la figurine dans un White Dwarf, il y a une page ou deux, ou une double page sur elle avec vite fait une fiche d'unité, et puis c'est tout. Et en fait, derrière, il n'y a aucune promotion, rien qui met en valeur cette unité dans quoi que ce soit. Donc, je veux dire, si au moins cette figurine, elle avait quelque chose, elle a une utilité qui a été mise en avant dans une des boîtes de jeux qui venaient après, pourquoi pas, mais ils en font rien, donc voilà, le Night Questor Dacian Anvil, on s'en fout, il sert à rien, malheureusement pour lui. Désolé pour lui. Le Night Relictor, encore une figurine qui nous arrivait avec ce début de V3. On ne l'avait pas demandé, enfin vous allez me dire qu'on n'a rien demandé à personne, enfin voilà, on n'a jamais rien demandé, mais c'est-à-dire qu'en fait, une figurine qui, malheureusement, n'apporte pas de bonus, et sa compétence est utile, je pense, mais elle n'est pas fiable, parce que c'est sur du Cal+, elle permet d'ignorer une prière ou les effets d'une invocation. Ce 4+, c'est pas assez fiable, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Donc, on la joue pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans la même situation que le Night Arcanum plus tôt, c'est que l'idée est pas mauvaise. Au contraire, parce que je pense que ce serait intéressant qu'on ait plus de prêtres dans les différentes armées du jeu. Ce serait assez intéressant d'avoir justement cette espèce de question d'ambivalence entre les sorciers et les prêtres, et que ce soit plus fréquent dans davantage d'armées, qu'on ait plus de prêtres. Le problème, c'est que un 4+, c'est pas intéressant. Déjà, en fait, on va mettre un héros dont on n'est pas sûr d'avoir en face dans l'armée adverse des prêtres, parce qu'il y a proportionnellement assez peu d'armées qui ont
des prêtres. Et donc déjà, l'idée c'est de dire, putain, je vais investir dans un héros qui est pas sûr qu'en face j'ai l'utilité de l'avoir dans mon armée. Et en plus, si jamais c'est le cas, il n'y a qu'une chance sur deux qu'il soit efficace pour une prière. Non, bah non. Non, non, non. Donc, sachant qu'en plus, il contre pas la prière. Il contre l'effet de la prière si l'effet de la prière affecte une de nos unités à 12 pouces de lui. C'est-à-dire, il n'empêche pas l'adversaire de faire une prière. C'est-à-dire, il peut pas empêcher l'adversaire de faire un buff, ou de faire une téléportation avec une prière, ou un truc comme ça. Ou d'utiliser une prière pour faire un soin, ou je sais pas quoi. Non. Il peut que protéger une troupe proche. Et il a que 50% de chance de le faire. Donc malheureusement, aujourd'hui, cette compétence n'est pas assez utile, n'est pas assez fiable, donc on ne joue pas le Knight Relictor. Ensuite vient le Knight Venator, qui est un héros que j'ai beaucoup joué, entre la V1 et la V2, que j'ai entièrement converti, parce qu'on était dans une boîte à 35€. Je sais pas si on est toujours dans une boîte à 35€. Voilà, c'est ça, la boîte 35€ qui permet de faire donc le Venator et le Azyros qu'on a vu un peu plus tôt. Qui était le sniper, qui était le premier sniper de notre armée de Stormcast. Et aujourd'hui, c'est un sniper qui est obsolète parce qu'il a que une pénétration d'armure de 1, et qu'aujourd'hui, comme en fait, entre le passage de la V1 à la V2 à la V3, et nos troupes ont toutes pris un +1 à +2 d'armure quasiment partout dans toutes les armées. On va avoir juste une... Aujourd'hui, hein, en vrai, hein, avoir sur un War Scroll une pénétration d'armure de 1, c'est considéré comme étant la base, en fait. C'est-à-dire que... Enfin... Donc malheureusement, on ne le joue pas. On ne le joue pas parce qu'il n'est pas... Il est plus à jour par rapport à la quantité d'armure qu'il y a dans cette version du jeu. Voilà. Bon, vous connaissez maintenant mon opinion sur le sujet, hein. C'est une mauvaise chose qu'il y ait autant d'armure dans ce jeu. On est reparti dans un travers qui a posé de gros problèmes d'équilibrage à l'époque de Warhammer Battle. Je trouve ça aberrant que les concepteurs ne s'en soient pas rendus compte lorsqu'ils ont poursuivi dans la V2 et la V3 de Age of Sigmar. Ils auraient dû s'en rendre compte au moment où, au milieu de la V2, ils ont sorti le concept des sorts de royaume, en disant, quand vous faites votre liste d'armées, vous allez dire que votre armée, elle vient d'un des 8 royaumes, machin, et en faisant ça, vos sorciers ont accès à un sort endémique de tel royaume. En fait, tout le monde a dit, mon armée, elle vient de Shamon, donc j'ai le sort du domaine du fer et du métal de Shamon qui fait un +1 d'armure. Et en fait, au moment où il y a eu ça, ils auraient dû se rendre compte, mais oui, l'armure, ça a un tel impact. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré tout ça, et puis ils ont dit, bon, les gens se plaignent qu'on lance trop de dés dans le jeu, donc en fait, on va retirer un maximum d'occurrences où on fait des relances de 1 et tout ça. Donc notre fameux sort du bouclier, je sais plus quoi, de sort générique, qui faisait une relance des 1 à la sauvegarde, va devenir un +1 en sauvegarde, et comme ça vous aurez tous le +1 en sauvegarde, et vous nous ferez pas chier, et vous arrêterez de prendre le sort de Shamon. Mais ils auraient dû se rendre compte qu'en fait le problème c'est que très bien, mettez un +1 d'armure en disponibilité magique à tout le monde. Mais par contre, en contrepartie, arrêtez de nous sortir des War Scrolls avec une sauvegarde de base de 4+, et 3+, et laissez des sauvegardes de base à 4+, 5+, 6+. Bref. Donc le Knight Venator, il n'est pas à jour et on ne le joue pas. Ensuite vient le Knight Vexillor, qui était donc le penchant étendard de celui qui était notre fameux Knight Heraldor avec sa trompette. Nous avions donc... Oups là, pardon, c'est celui d'en dessous. Non, c'est pas lui. Là, Louche plus Ezor. Donc voilà, notre fameux Knight Vexillor à 120 points. Alors il reste jouable parce que ces deux bonus sont intéressants. Il a déjà un premier bonus qui est très fiable, qui permet de relancer les charges pour les unités qui sont entièrement à 12 pouces de lui. Donc ça c'est quand même très pratique. Et puis si on se pose pas la question de savoir si on peut le faire, on peut pas le faire. C'est relance automatique. C'est pas soumis à condition. Enfin, la condition c'est d'être entièrement à 12 pouces de lui, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut pas relancer un... Ouais, vous pouvez le faire sur du 3+, ou sur du 4+. Non, vous pouvez le faire.
Donc ça c'est fiable, ça c'est cool. Et ensuite il a une compétence utile qui est de pouvoir avec son... alors c'est le... Oui c'est ça, c'est le Stormbringer qui permet d'effectuer une téléportation une fois par partie. Et voilà, ça c'est très pratique, c'est fiable. Ça permet de repositionner à un instant stratégique de la partie une unité où on veut sur le champ de bataille. Donc ne serait-ce que pour ça, on le joue. Il a un peu été nerf, si on veut, parce que en V2 ou V1, oh, je sais plus. Je sais plus dans quelle version du Battle Tome, nous avions des objets magiques spécifiques qui permettaient, en fait, qui étaient des bannières, qui apportaient des bonus d'aura en plus, et qui ne remplaçaient pas. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir, on avait le téléportation, plus une aura, plus un truc, plus machin. Et c'était très bien. Reprenez-moi dans les commentaires, hein. Peut-être que je l'utilise, hein. Peut-être que ça écrasait son habilité, mais je pense pas. Je pense que ça se cumulait. Je crois que ça se cumulait. Donc il a perdu ça, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est vrai qu'ils ont fait pas mal le ménage dans les objets magiques et les bonus, etc. Dans beaucoup de bouquins. Alors, vous allez me dire, c'est pas le cas quand on voit le bouquin des Slave to Darkness. Bah oui. Oui, oui. Mais c'est pas grave, écoutez. Donc cette unité malgré tout qu'on joue, elle est pas chère et, comme ses bonus sont fiables et sont utiles, et ben on le joue. Même s'il est pas là pour taper, il est là pour apporter des bonus, donc ça fonctionne. Ensuite vient sa version V3, donc avec une armure, une figurine plus travaillée, hein, plus récente, on le voit, qui est donc le Knight Vexillor avec bannière de l'apothéose, qui fait sensiblement exactement la même chose que l'autre, sauf que sa bannière, on n'a pas le choix, c'est une seule bannière qui va permettre de faire une résurrection de masse, un peu aléatoire, mais quand même une résurrection de masse. Et donc ça peut tout à fait être très intéressant, notamment dans une armée avec beaucoup d'unités de type Redeemer. Ça peut faire des drôles de blagues à l'adversaire. Donc voilà. Donc la figurine est superbe. La figurine est superbe. Et donc voilà. Donc bonus fiable et compétences utiles. Donc lui aussi on le joue. Lui aussi on le joue. Ensuite vient le Knight Zephyros. Donc c'est notre premier assassin qui est sorti en V1 d'Age of Sigmar. Qui est sorti dans une boîte qui opposait les Hammer of Sigmar à Nurgle, avec la fameuse nouvelle, un des nouveaux héros de Nurgle aussi, qui est donc introduit dans le lore toute la partie reconquête du royaume de Giran, donc du royaume de la vie, pour permettre à l'arrivée de Andariel. Et la résurrection d'Andariel. Donc il y a la boîte de jeu de promotion mettez pour les Stormcast Eternal l'ajout de ce nouveau héros, le Knight Zephyros, qui est un assassin correct. Son DPS est correct, en vrai, en tant qu'assassin. Il a les règles d'assassin qui fonctionnent bien, donc peut courir et tirer dans le même tour, et elle a la téléportation des Stormcast de type de type Vanguard, qui lui permet donc de se téléporter, et l'intérêt pour elle, c'est qu'elle peut le faire à la place d'un mouvement normal, bien sûr, mais aussi à la place d'une retraite, qui est donc comme ils disent, comme si elle était sur un griffe chargeur, mais voilà, elle n'a pas besoin de l'aide d'un griffe chargeur pour pouvoir se permettre de le faire. Voilà. Donc, ça reste un héros qui, je pense, est jouable. Mais, en fait, dans la tranche des 100 points, c'est sans doute, à 100 points pile, c'est sans doute le héros le plus intéressant, en vrai, actuellement. Parce que ses caractéristiques sont stables, enfin sont correctes, et qu'elle va quand même foutre des touches et tout ça, et pouvoir se déplacer et faire des trucs. Et c'est pour ça, en fait, parce qu'en fait, elle va quand même pouvoir se déplacer beaucoup et faire plein de choses. Que ça reste, en fait, à 100 points pile, le héros correct. Après, vous allez me dire, ouais, mais à 100 points, j'ai le Knight Arcanum, même si ses compétences sont pourries, ça me fait mon sorcier au moins cher du jeu. C'est vrai. C'est vrai. Mais. Je trouve quand même que... Mais on la joue pas, malgré tout, parce qu'en fait, il y a aujourd'hui, quand on veut choisir un héros, trop d'options qui sont trop intéressantes à côté, donc elle est pas jouée.
Même si c'est une version générique à laquelle on peut foutre des objets, on verra plus tard la version nommée, et la version nommée est bien plus intéressante. Et qu'on jouera pas non plus, malheureusement. Donc ensuite vient Krondys. Krondys, donc c'est le grand frère, grand cousin de Karazai, qui est donc la version sorcier de nos Behemoths, de nos nouveaux dragons Behemoth, qui est lui a perdu 80 points, donc il est passé à 520 points. En vrai, je comprends pas trop pourquoi Karazai est à 10 points de plus, et pourquoi Krondys, même si Krondys tape moins fort que Karazai, au corps à corps, il tape quand même vraiment très fort, et puis c'est un sorcier de niveau 3, Ah non, c'est un sorcier que de niveau 2. C'est pas un sorcier de niveau 3. Si, c'est ça, j'ai marqué la level 2. Je crois que c'était un sorcier de niveau 3. Mais c'est à cause du 3+, ici, pour ses sorts. Je croyais que c'était un sorcier de niveau 3. Non, c'est un sorcier de niveau 2. C'est un sorcier de niveau 2, à 520 points. Ce n'est que un sorcier de niveau 2. Un peu dommage. Ouais, j'ai une petite déception, moi, dans ma tête, je me souvenais que c'était un sorcier de niveau 3. Non, il est que sorcier de niveau 2. Bon, ça reste quand même un excellent sorcier, parce qu'il a un +3 pour lancer ses sorts. Et je pense que lui, justement, c'est un des grands gagnants chez les Stormcast du jeu de cette V3, de cette saison 3, parce que lui, il peut se permettre de lancer les sorts, il peut se permettre de bénéficier des dés de magie primordiale pour vous assurer vraiment de lancer des sorts intéressants et tout, des gros sorts. Ou de contrer la magie adverse de manière très fiable, parce qu'il lance déjà les sorts de manière très très fiable. Et si vous faites d'un fiasco que ce soit, c'est pas trop grave, parce que ça reste une unité avec 18 blessures, un score de 18 en blessure, donc lui il s'en fout, il va pas se one-shot avec si vous faites un fiasco. Donc voilà. Voilà. Donc lui, on le joue. Lui, on le jouait. Lui, lorsque les dragons sont sortis, qu'ils étaient à 600 points, c'était le seul qu'on jouait. Parce que Karzai, à 600 points, il n'était pas jouable. On jouait avec Krondys parce qu'il a quand même notamment son sort personnel. Son sort personnel est vraiment extraordinaire. Donc on le jouait déjà. Et je pense qu'on va le voir revenir. Je pense qu'aujourd'hui, à 520 points, on va le voir revenir sur la table de jeu. Si on l'a moins vu dernièrement, on va le voir revenir. Ensuite vient le Lord Aquilor, qui est donc le chef d'escadron de la partie Vanguard des Stormcast, à 170 points. Il a toujours été plus ou moins dans ces eaux-là. On ne le joue pas tout simplement, malgré le fait qu'il ait un DPS qui soit correct. Malgré le fait qu'il ait un DPS qui soit correct, on ne le joue pas tout simplement parce qu'en fait, ses aptitudes personnelles ne sont pas intéressantes. En fait, simplement parce que l'idée de pouvoir faire bénéficier, d'avoir une aptitude de commandement gratuite une fois par partie, même si le rayon est à 18 pouces, qui est assez large, on s'en fout. On s'en fout, puisque même si elle est gratuite, c'est pas impactant, c'est pas assez déterminant, en fait, une aptitude de commandement une fois gratuite dans la partie, c'est pas assez déterminant pour impacter un scénario. Donc on le joue pas, en fait, il a pas un impact stratégique suffisant pour 170 points. Donc si c'était une fois par tour, en disant par contre c'est restreint à un certain type d'unité de Vanguard par exemple, je pense qu'on le jouerait. Parce qu'on se dit ouais, ok, je joue spécial Vanguard, mais je joue spécial Vanguard, donc je prends le héros des Vanguard qui va synergiser de manière fiable mes Vanguard. Là, on sent. Là, de toute façon, c'est déjà restreint. Ah putain, en plus, je suis con. C'est déjà restreint au Vanguard et c'est une fois par aussi. Donc, de toute façon, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait ne pas tout toucher, dire 170 points, et c'est pas une fois par partie, c'est une fois par tour. Ah mais non, j'ai une bêtise, c'est once per battle round. Donc en fait, c'est déjà le cas. Pardon. Oubliez tout ce que je viens de dire, ou peut-être que je vais le couper au montage. Et même dans ces conditions-là, on ne le joue pas. C'est vrai qu'on ne le joue pas même dans ces conditions-là. J'ai un doute. J'ai envie d'aller chercher le bouquin des Stormcast pour vérifier si ça n'a pas été mis à jour, ça. Le once per battle round. Je crois que c'était avant, c'était once per battle tout court.
Je crois que ça, c'est une mise à jour récente. Hein. J'ai un doute. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, on le joue pas. De toute façon, on le joue pas parce que... En fait, on le joue pas parce qu'aujourd'hui, jouer du Vanguard, c'est pas assez intéressant. C'est ça aussi le truc. Même s'ils ont baissé en points. C'est qu'en fait, aujourd'hui, jouer Vanguard chez les Stormcast, c'est difficile. C'est très difficile. C'est jouable, mais c'est difficile. Donc, tous les gens avec qui j'en ai parlé, qui sont bien plus expérimentés que moi en termes de gameplay sur les Stormcast, m'ont dit que c'était viable, mais que c'était difficile de jouer Vanguard. Donc, c'est sans doute pour ça qu'on ne le joue pas. C'est-à-dire que même lorsqu'on joue Vanguard, jouer avec les combos des autres héros, les buffs des autres héros qui sont des buffs plus utiles, plus génériques, et pas réservés qu'au Vanguard, et ben ça fonctionne aussi bien. Donc voilà, donc on ne le joue pas malheureusement. Alors, ensuite vient le Lord Arcanum à pied. Alors, Lord Arcanum à pied, on le joue uniquement parce qu'il a son petit bonus qui fait qu'il permet de déplacer de 6 pouces supplémentaires un sort prédateur. Voilà. Donc si vous avez un sort prédateur, vous allez jouer le Lord Arcanum et c'est lui qui va gérer le sort prédateur. Le Lord Arcanum à pied. Voilà. Il n'est joué que dans cette condition-là, parce que c'est un sorcier de niveau 1. Donc, si vous voulez un sorcier de niveau 1, pas cher, vous irez toujours chercher le Knight Incantor, qui est plus utile à proprement parler grâce à son parchemin de dissipation. Donc, le Lord Arcanum, pour 20 points de plus, vous ne le jouez que pour un sort Predator. Mais ça, c'est encore un sorcier de niveau 1. Hein, à pied. Ensuite vient la version sur Draconline, à 180 points, qui est toujours lui aussi un sorcier de niveau 1. Alors lui, il a un DPS correct, parce que le Draconline, il tape un petit peu. Et lui aussi, il tape un peu. Donc, au corps à corps, il s'en sort pas trop mal. Mais on le joue parce que il permet d'ajouter un buff non négligeable aux unités de Évocateur sur Draconline. Donc en fait, vous n'allez le jouer lui que pour être en combo avec une unité d'Évocateur sur Draconline. Pour leur mettre un +1 d'attaque. Donc, ajouter 1 aux unités amies de Draconline qui sont entièrement toutes les attaques caractéristiques sont by friendly Draconline units. Donc ok, très bien. Donc en fait, il buff toutes les unités. Vous pouvez avoir 2 unités de Draconline et vous n'avez même pas besoin d'en choisir une. Vous allez mettre +1 attaque à la monture. Hein, à la monture. Pas au cavalier, mais la monture va avoir +1 attaque, ce qui n'est pas négligeable. Et donc de toute façon, voilà, vous ne le jouerez que dans cette situation-là. Donc voilà, donc Wily Within 18. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était en charge, et c'est même pas en charge, c'est tout le temps. Donc c'est très bien. C'est très bien, mais vous ne le jouez que dans cette configuration-là, parce que quitte à avoir un sorcier de niveau 1, en fait, les autres options de sorcier de niveau 1, si vous voulez une option de sorcier de niveau 1 qui se déplace vite, vous allez apprendre la version en dessous, celle qui est sur Griff Charger, parce qu'il va se déplacer encore plus vite. Et si vous voulez un sorcier de niveau 1 qui soit à pied, vous allez plutôt prendre le Knight Incantor, qui a son parchemin de dissipation. Et le Lord Arcanum à pied, c'est vraiment que si vous avez un sort prédateur. Et donc vient notre Lord Arcanum sur Griff Charger, qui est avec le Knight Incantor, et bien notre héros symbole de la boîte de base de la V2 de Age of Sigmar, qui est donc un sorcier qui est encore joué aujourd'hui, parce que, en fait, il est polyvalent. Déjà, il a cette capacité qui, grâce au Griff Charger, de se déplacer très rapidement n'importe où sur le champ de bataille. Ça, c'est cool. Et c'est, à proprement parler, le seul soin de votre armée. Donc voilà, il peut soigner sur D3 points de vie, et puis D6 si vous faites un 8 ou plus pour lancer le sort. Et puis, bon, il a cet effet. Il est aussi... il a un socle assez grand, puisque le socle de Griff Charger, c'est un socle de cavalerie lourde. Et donc, il a
C'est quoi? C'est Cycle of the Storm qui permet de nullifier la première blessure qui va tuer un modèle à chaque tour, dans un certain rayon, et c'est... voilà, 18 pouces. À 18 pouces de lui, donc c'est assez large. Mais ça, c'est un truc que tous les Lords Arcanum ont. Aventis Firestrike l'avait aussi, et on va voir juste après le Lord Arcanum sur Tauralon. Là aussi, bah, tout simplement, donc on va voir le Lord Arcanum sur Tauralon, qui est donc notre 4e Lord Arcanum. Et ben notre Lord Arcanum sur Tauralon à 250 points, c'est aussi un sorcier de niveau 1. Donc là, par contre, un sorcier de niveau 1 à 250 points, ça pose problème. Ça pose problème, voilà. Donc, on ne joue pas, en fait, à 250 points un sorcier de niveau 1, c'est aussi con que ça. Ça fait... et le truc, c'est qu'à côté de ça, ces sorts, ces aptitudes sont pas très intéressantes. Ces aptitudes sont pas très intéressantes. Si vous voulez les aptitudes du Lord Arcanum, qui est notamment celle d'avoir une négation de dégâts, et ben vous allez... jouer soit un Lord Arcanum sur Griffe Chargeur, soit éventuellement les autres si vous avez les combos qui vont avec, donc Dracoline ou à pied avec un sort prédateur. Sinon vous prendrez celle sur Griffe Chargeur, parce qu'il se déplace, parce qu'il est rapide, on s'en fout qu'il vole pas, il se déplace très rapidement grâce au Griffe Chargeur, et il a un sort de soin et tout ça, et puis après vous avez des DPS et des buffs dans les sorts de votre armée. Les sorts de dégâts, les sorts de dégâts que ont les autres personnages de Lord Arcanum, ils sont anecdotiques. Donc malheureusement, et ben, même si la figurine est stylée, ça c'est la version générique de Aventis Firestrike, malheureusement, on ne le joue pas. Aujourd'hui, il n'est pas joué. Aujourd'hui, il n'est pas joué parce qu'il est... Pour son coup en point, en fait, ses aptitudes sont... Il y a un décalage, en fait, d'efficacité dans ses... et d'utilité dans ses aptitudes. Et puis aussi, aujourd'hui, à 250 points, quand même être sorti de niveau 1 à 250 points, ça va pas. C'est pas possible. Pas possible. Ensuite vient le Lord Castellan. Alors Lord Castellan, c'est un personnage de la V1 à 160 points. Il a toujours été entre 160 et 170 points. Peut-être même qu'à une époque, il a été à 180. Mais bon, qu'est-ce qu'il a pour lui? Il a pour lui d'avoir 8 points de vie, ce qui est quand même pas mal. Enfin, 8 blessures. Un score de 8 en blessure. Bon, il tape correct au corps à corps, mais on s'en bat les reins. En fait, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui a toujours été intéressant, c'est que il confère un bonus de plus 1 en sauvegarde à une unité qui est proche de lui. Donc, Wholly Within 18 de lui. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a toujours été joué. C'est uniquement pour ça que vous le jouerez, si jamais vous décidez de le jouer. Il est moins joué aujourd'hui qu'il ne l'a été à l'époque, parce qu'aujourd'hui, les options pour mettre des plus 1 en sauvegarde, il y en a plus. Mais il reste jouable dans ce cadre-là, d'apporter un plus 1 en sauvegarde à vos troupes. Surtout qu'aujourd'hui, s'il y a effectivement une augmentation assez générale des stats d'armure partout, il est vrai qu'il y a aussi une augmentation assez générale de la pénétration d'armure. C'est vrai. Mais proportionnellement moins. Donc il reste joué, moins qu'avant, mais il reste joué parce que son bonus, ne serait-ce que parce que son bonus est fiable. Ensuite vient le Lord Célestant à pied à 130 points. Là on va voir... Ah bah voilà, once per battle. Lui, on lui a pas mis à jour. Nous, on a vu plutôt que le Lord Aquilor, c'était once per round. Ok, donc je viens de vérifier dans le Battle Tome. Effectivement, je me suis fourvoyé sur le Lord Aquilor. Il a toujours pu booster à tous les rounds, donner un ordre gratuitement à une unité de type Vanguard à tous les rounds. Ça, c'est un truc qu'il a toujours pu faire. Dans les faits, on s'en malheureusement bat les couilles parce que d'avoir un truc gratos, parce que en fait, les unités de Vanguard ont toutes un champion, donc elles peuvent toutes donner un ordre. Avoir un ordre gratuit, c'est cool. Après, il y a d'autres héros qui peuvent donner des ordres gratuitement depuis la V3 notamment. Chez les Stormcast,
et qui sont en fait intrinsèquement bien plus intéressants que le Lord Aquilor. Donc c'est aussi pour ça, parce qu'en fait le Lord Aquilor il a de la concurrence qui est plus intéressante que lui. Mais voilà, et donc on le joue pas. Là, ce qui est donc triste avec notre fichu Lord Célestan, où est-ce qu'il est? Il est là. C'est que là, on est vraiment dans la tristesse totale. Hein. Ce pauvre qui est quand même normalement être le Lord Célestan, c'est le général de base des Stormguard Eternal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tous les autres héros qu'on vient de voir avant. Les Lord Arcanum, Lord Castellan, etc., les Knights et tout, ce sont tous des personnages qui, dans le lore, en fait, sur le champ de bataille, en répondent aux Lord les Célestants. Le Lord Célestan, c'est le général d'armée. C'est son rôle. En fait, le Lord Célestan, c'est le général d'armée. Le Lord Castellan, sur le champ de bataille, à part si, en fait, le Lord Castellan, il est là pour... c'est un général de place forte, le Lord Castellan. Les Knights sont des futurs lords, mais pour l'instant, ce sont des Knights. Et les Lords Arcanum sont des, entre guillemets, pas des scientifiques, mais presque, d'Azir. Ils ont fini par intervenir sur le champ de bataille parce que le paradigme a changé à cause de Nagash, et du coup ils se retrouvent à commander des armées, les armées sacro-saintes notamment, mais à proprement parler, les forces de frappe, donc les fameuses chambres d'assaut des Stormcast, et bien ce sont les Lords Célestants qui commandent, ce sont les généraux de base. Et c'est triste de constater que en fait, les Lords Célestants, aujourd'hui, ne retranscrivent pas du tout cette capacité, ces aptitudes de général, et ils le retranscrivent encore moins à la V3, avec l'arrivée du Lord Imperator, qui remplace complètement ce rôle-là. Donc c'est assez triste. C'est assez triste. Là, pour moi, on va voir après le Lord Imperator, c'est un coup manqué de la part enfin, c'est un coup manqué, c'est un cas typique de création de héros où il n'y avait pas besoin d'en créer un. Bref. Donc voilà, donc malheureusement, on ne joue pas le Lord Célestan, il tape pas assez fort au corps à corps, ses bonus sont... il n'a pas de bonus, quoi que ce soit, intéressant, et puis il peut donner un seul type de commandement, donc le all-out attack, et c'est une fois par bataille. Donc voilà, c'est la tristesse absolue, ce personnage. Ensuite, eh bien, vient le Lord Célestan sur Dracoth, c'est pareil, on ne le joue pas à 70 points, ses bonus n'ont aucun intérêt, et ses compétences sont sans intérêt, parce que là, on est vraiment sur un personnage de format V1, c'est-à-dire en fait un personnage où on a eu tout un tas de trucs, mais en fait, c'est pas... En fait, il faut choisir, on lui choisit son armement, et en fonction de son armement, il a des petits bonus ou des trucs comme ça, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis en plus, c'est tellement la tristesse que, en plus, le gars, est-ce qu'il file un truc? Non? Sigmarite, Thundershield, Stormblast, Furious Retribution. Si, ok, voilà, une fois par bataille, il peut donner... C'est la même règle. C'est la même règle. Donc en fait, c'est un Lord Célestan sur Dracoth. Voilà. Donc c'est la tristesse. Donc on ne le joue pas non plus, parce qu'en fait, il n'a aucun bonus à apporter aux troupes autour. Il n'a aucune synergie intéressante à apporter. Donc voilà. Donc on ne le joue pas. Et ce serait pas dur, hein, de lui trouver des règles, de leur trouver à tous les deux des règles qui leur permettent de créer des synergies, etc. Mais non, au lieu de leur créer de mettre à jour leur War Scroll, on a préféré... Ils ont préféré créer de nouveaux héros. Ensuite vient le Lord Célestan sur Star Trek. Lui, c'est la version jouable du Drakeswans Templar. Templar et pas Templar, bref, on s'en fout. 480 points, il reste quand même cher, sachant qu'en plus, lui, à la différence de Karazai et Krondys, lui, il a quand même besoin d'être, même si c'est un gros buff, un gros tanker, c'est un bon DPS. Il n'est pas incroyable, mais c'est un bon DPS. Il faut quand même avoir un petit peu à côté une armée qui va lui ajouter des petits buffs, notamment des plus simples pour toucher.
Donc voilà. Mais ça se fait assez bien. Ça se fait assez bien. Mais donc voilà. Donc lui, il est jouable. Parce que gros DPS et gros tanking. Ensuite vient le Lord Exorcist. Alors Lord Exorcist, c'est un personnage qui arrive en V2, qui en vrai... donc sorcier de niveau 1. Donc Lord Exorcist, quand il est arrivé, c'était le sorcier le moins cher de l'armée, parce qu'il était à 110 points, je crois, en V2. Et donc, moi, c'est pour ça qu'on le jouait. On le jouait et on le jouait pas dans une armée de Stormcast, on le jouait en allié dans les autres armées. Quand on manquait de 10 ou 15 points ou 20 points pour aller chercher le Knight Incantor, parce qu'on voulait en fait aller chercher, avoir dans notre armée de Sylvaneth ou n'importe quelle autre armée de l'ordre, le sorcier Stormcast, parce qu'on voulait aller jouer la Blazing Comet, donc le sort prédateur de la comète astrale, je sais pas quoi, de Stormcast, qui est un sort prédateur. C'est pas un sort prédateur, je crois que c'est juste un sort persistant de base. Je crois pas que ce soit prédateur. Je me souviens plus. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'on le jouait. Parce que c'était le sorcier le moins cher. Pour qui pouvait lancer ce sort persistant des Stormcast. Aujourd'hui, où est-ce qu'il est, le Lord Exorcist, à 150 points, on ne le joue pas. On ne le joue pas à 150 points, il est juste trop cher. J'ai presque envie de dire qu'il est 50 points trop cher. Alors, en fait, sa compétence est utile. Les unités qui sont tuées à 9 pouces de lui ne peuvent pas être ramenées. Et c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Je veux dire, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette aptitude-là chez les Unmade des Chaos, Slave of Darkness, des Slave of Darkness, que cette unité, je pense qu'elle est toujours... Ah non, elle est plus en rupture, les défaits. Elle est plus en rupture de stock. Et c'est parce que ils font ça aussi à 9 pouces qu'ils empêchent de faire revenir des troupes adverses dans une bulle autour d'eux, que les gens ont compris que c'était une super unité. Donc, mais le Lord Exorcist, est-ce qu'il est toujours disponible à l'achat, le Lord Exorcist? C'est une figurine qui est... Allez là. C'est une figurine qui est sympa, hein. C'est une figurine qui est sympa, mais en vrai, on n'en avait pas spécialement besoin. C'est-à-dire qu'en fait, sa compétence, elle pourrait aller sur un prêtre, elle pourrait aller sur n'importe quel héros. On est vraiment dans de la redondance de sorcier de niveau 1. Là, oh là là. Enfin, ouais, c'est vraiment de la redondance de sorcier de niveau 1 à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, à 150 points, on ne le joue pas. On ne joue pas. Voilà. Ensuite vient le Lord Imperatant, qui est le héros, le héros Stormcast, symbole de la V3, avec le Knight Arcanum, mais vraiment c'est lui, c'est le Lord Imperatant qui est notre héros symbole de la V3 des Stormcast, et qui en fait est ce nouveau général, ce nouveau stratège, à la place de nos Lords Célestants. C'est un peu la tristesse, et du coup, lui, on le joue, parce qu'il a un bonus fiable, qui permet donc de, une fois par tour, effectuer une aptitude de commandement sans dépenser de points, donc voilà. Donc, c'est la même chose que notre Lord Aquilor, sauf que le Lord Aquilor, c'est une fois par round, lui, c'est une fois par tour. Donc en fait, il peut le faire 2 fois plus souvent. Et en plus, alors vous allez me dire, ouais, mais il n'a pas le mouvement de déplacement, il n'a pas la capacité de déplacement du Lord Aquilor. C'est vrai que Lord Aquilor, il est sur un Griff Charger, donc il se déplace très vite. Enfin, il se déplace n'importe où. Après, le truc, c'est que Lord Aquilor, lui, il peut faire que au Vanguard. Lui, il le fait à n'importe qui. Et c'est un Lord, donc le Lord, il le fait quand même à 18 pouces. Ses aptitudes, hein. Il ne fait pas à 12 comme un Knight. C'est un Lord, donc il les fait à 12 pouces. Donc il a quand même de la marge pour faire son aptitude de commandement. Donc, bah, en fait, c'est lui, en fait, votre général stratège. C'est lui, c'est plus votre Lord Célestant, et c'est pas votre Lord Aquilor pour les Vanguard. Vous irez chercher votre Lord Imperatant, et là, on est, je trouve, en fait, véritablement dans de la redondance de héros, c'est que la figurine est superbe, y a pas de problème, la figurine est hyper sympa, hyper classe, mais ces aptitudes, ce sont des aptitudes qui devraient être dans les War Scrolls des personnages qui avaient déjà été créés. Et qui étaient supposés, d'un point de vue lore historique, avoir ce rôle-là.
voilà. Et son autre aptitude, c'est de pouvoir faire venir les nouvelles unités avec les nouvelles armures de Gruni à 7 pouces, en frappe en profondeur à 7 pouces et pas à 9 pouces. Voilà. Donc lui a 160 points. Et puis d'ailleurs, il a perdu des points. Je crois qu'il a perdu au moins 10, si ce n'est 20 points depuis qu'il est arrivé. Donc il est... Voilà. On joue le Lord Imperator. Fiable et compétences utiles. Voilà. Ensuite vient notre Lord Ordinator, qui est donc arrivé en V2, et qui est avec en parallèle des fameuses Celestar Ballista, et qui est donc plus souvent joué aujourd'hui dans des armées autres, en tant qu'allié dans des armées de l'ordre, que véritablement chez les Sangues externales, parce que malheureusement, aujourd'hui, dépenser 390 points en Celestar Ballista, donc en fait avoir 3 Celestar Ballista, c'est un combo compliqué. Et donc en plus 110 points de Lord Ordinator. C'est un combo difficile à rentabiliser, on va dire. Déjà parce qu'en fait, elle tank pas ultra ouf, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des troupes en face pour les protéger, et parce qu'on veut les faire tirer à courte moyenne portée, parce que leur tir à longue portée est pas assez fiable, malheureusement, à nos fameuses balistes. Donc voilà, et donc en fait on le prend uniquement parce qu'en fait il va fiabiliser n'importe quelle machine de guerre en leur permettant d'avoir un +1 pour toucher. Donc c'est pour ça qu'on va c'est uniquement pour ça qu'on va le prendre, hein. On s'en bat les reins qu'il tape correct au corps à corps. Il tape correct au corps à corps, mais on va pas... mais on s'en fiche. Donc avec le grand marteau. Et voilà. Et voilà, du coup aujourd'hui il est plus joué en allié dans des armées qui ont davantage de machines de guerre, et qui donc serait certainement... On va bien voir hein, ce qu'il y aura en termes de machines de guerre dans le bouquin des City of Sigmar, mais voilà. Voilà. Où j'en étais. Ensuite vient notre fameux Lord Relictor, le Lord Relictor, qui est donc le prêtre préféré, et qui est aussi arrivé en V1. Enfin, il est un peu statique, hein. C'est une figurine qui est un peu statique. Où est-ce qu'il est? Figurine qui est toujours disponible à l'achat, bien sûr. Il est plus disponible à l'achat, c'est une blague. Ah, mais non, mais si, c'est parce que j'ai bien mis héros. C'est ça, prêtre un seul. C'est une blague. C'est un prêtre lui aussi, hein. Vous devriez mettre 2. Hein. Il y a le mot-clé prêtre. Pas possible. Non, il doit y avoir un problème dans les... Je vais retirer la restriction. Il peut pas ne pas être disponible à l'achat. Pas possible. Où est-ce qu'il est? Il est dans la boîte avec vendu Summerend, avec le... Il est dans cette boîte-là. Aujourd'hui, c'est la seule manière de l'avoir. C'est la seule manière de l'avoir, il est là. Ici. Ah, la tristesse, quoi. La boîte, elle a pris 10 € d'ailleurs. On a passé de 65 à 75 €. Ça reste viable, hein. Ça passe à un reste viable. Si tant est que vous avez envie de jouer du Libérateur avec toutes les options plus intéressantes qu'il y a à côté. Donc, eh bien, alors... notre Lord Relictor, eh ben, à 150 points, c'est un personnage qui a vivoté entre 140 et 170 points au fur et à mesure des versions du jeu. C'est un prêtre donc de niveau 1. De toute manière, je crois qu'aujourd'hui dans le jeu, il n'y a que des prêtres de niveau 1. Je ne sais pas s'il existe un prêtre de niveau 2 dans AOS. Pourquoi on le joue? On le joue uniquement parce qu'il a un +1 pour lancer les prières, donc pour fiabiliser les prières. C'est uniquement pour ça qu'on le joue. Mais que ça, parce qu'en fait, en vrai, ses aptitudes, ses prières personnelles, on s'en fout un peu. Hein. On s'en fout un peu qu'il ait un soin ou un dégât. On s'en fiche. Alors, il a gagné un +1 en mouvement, parce que pendant très longtemps, il avait resté le seul qui se traînait avec un mouvement de 4. C'était un peu la tristesse. Donc voilà. Mais en vrai, on ne le joue que pour ça. Que parce qu'il a ce +1 pour lancer les prières. Sinon, on irait chercher l'autre prêtre, qui est le Lord Véritant,
qui a plus de blessures, qui est plus tanky, qui tape un peu mieux au corps à corps, et qui permet en plus en fait de contrer de contrer un sort par tour, d'une tentative de dissipation une fois par phase de héros adverse. C'est la seule... Mais lui, il a pas de plus 1 pour lancer les sorts. Enfin, pour lancer les prières. Bah, donc, et comme il a pas de plus 1 pour lancer les prières, et ben du coup, ça en fait pas un bon prêtre. Du coup, on le joue pas. Parce qu'en fait, la majorité des prières se font sur du 4. Donc quand même 50% de chance de lancer une prière, c'est assez triste. Donc comme il peut pas faire sur les 3+, et ben on le joue pas. Parce qu'il peut pas fiabiliser les prières. Donc voilà. Voilà. Mais moi personnellement, j'adore le Lord Veritan. C'est une figurine qui est hyper sympa. Je trouve son lore est hyper sympa. Et tout ça, mais voilà. C'est-à-dire que voilà. Donc on a un prêtre viable parce qu'il a il a une fiabilisation pour lancer les prières, et l'autre prêtre qui est non viable parce qu'il n'a pas de fiabilisation pour lancer les prières, et que les prières sont toutes sur du Cal+, donc avoir un 50% de chance de lancer une prière, et ben c'est pas assez fiable. Tout simplement. Donc on ne le joue pas, le Lord Veritan. Ou, à part si vous voulez du fun comme moi. Enfin non, si vous faites exprès quoi, vous vous forcez à le jouer. C'est ça que je veux dire. Ensuite vient Niv Black Talion. Alors Niv, eh ben, c'est la version nommée du Knight Zephyros qu'on a vu un peu plus tôt. Donc le Knight Zephyros, il est là, c'est cette ligne-là. Donc c'est un assassin au DPS correct avec de la téléportation. Elle a un meilleur DPS, hein, elle a 2 attaques de plus au corps à corps et un tir de plus que sa version générique, donc ça compense largement un objet magique en vrai. Hein. Et en plus, elle a une aptitude de plus, qui est que quand elle a effectué une charge, eh ben, elle a plus D3 attaques. Sinon, elle a la même chose, la même téléportation, et la même téléportation ici, et là ici, elle peut courir et quand même tirer dans le tour. Mais, et ça c'est dommage, et je pense que pour que ce soit pour le Knight Zephyros et pour elle aussi, si elle court, elle peut pas charger. Alors je ne sais plus si dans le jeu... Non, c'est ça, dans le jeu on peut pas courir et charger. Pardon, petit bug dans la tête. Donc voilà, elle ne peut pas, si elle court, elle peut tirer, mais elle peut pas charger. Ça aurait été bien d'avoir la totale, le triple combo, courir, tir, charge. Et pareil pour le Knight Zephyros. Peut-être que ça l'aurait un petit peu rendu plus stylé. Donc là, elle a pas ça. Elle a pas ça, mais donc du coup on la joue pas, même si elle est... Alors elle a toujours été à 10 points près ou à 20 points près au-dessus du Knight Zephyros en tant que personnage nommé. Elle est clairement plus intéressante que sa version générique, à 10 points près. Mais malheureusement, on la jouera pas, parce que ne serait-ce que si vous voulez un assassin ou un truc comme ça, vous irez chercher le Knight Judicator à 180 points. Donc notre fameux sniper avec une pénétration d'armure de 3. Voilà. Ensuite vient Vandus Hammeren, qui est aujourd'hui à 190 points. Alors il a quand même commencé sa carrière à 215-220 points en V1, V2. En V1, c'était vraiment le héros emblématique des Stormcast. Il n'était pas beaucoup joué. En V2, on l'a quasiment pas vu. Et en V3, on le voit revenir, pas beaucoup, parce qu'il y a plein de combos et d'options différentes qui sont très intéressantes, mais il reste en fait très jouable. Notamment parce qu'il est en étant en dessous de 200 points. Pourquoi il est très jouable? Parce que, bon, il a un score de blessure de 9 qui est correct. Il tape correctement corps à corps, mais pas tant, mais c'est pas incroyable. Il pourrait avoir, par exemple, il pourrait avoir une pénétration d'armure de 2 sur son arme. Bordel. Mais non, en fait, on le joue pourquoi? On le joue parce que, avec son gros socle de monture monstrueuse, parce que les Dracos sont sur des socles de monture monstrueuse, et ben, il l'immunise à la phase de Battle Shock à 24 pouces autour de lui. Enfin, Wooly Woozin. Toutes les unités Hammer of Sigmar, alors lui il est Hammer of Sigmar, donc forcément c'est le mot-clé Hammer of Sigmar, mais quasiment tous les héros sont Hammer of Sigmar, à part il y en a un ou deux, un seul nommé qui sont pas Hammer of Sigmar, donc voilà, et puis il y a le dragons. Donc c'est quand même pas négligeable, hein, parce qu'il a un gros socle, de pouvoir immuniser à la bravoure dans un rayon de 24 pouces. Et l'autre truc pour lequel on va le jouer, et on va le jouer en V3, et c'était pas intéressant ni en V1 ni en V2, mais ça l'est maintenant en V3, de pouvoir filer plus une attaque
C'est ultra chiant d'avoir j'ai la musique qui arrête pas de sauter depuis tout à l'heure, je comprends pas pourquoi. Euh, donc de filer pardon, plus une attaque à une unité Redeemer, Hammer of Sigmar, Wooly within 12 de lui. Et donc avant, en V1 et en V2, donner plus une attaque au Liberator ou au Sekitor, c'est pas déterminant. Notamment parce que c'est les Liberators, tout comme les Sekitor, sont des troupes de tanking et d'occupation d'objectifs. Alors que le Vindictor, ben oui, le Vindictor, qui est une unité qui va sur des 6 infliger de la blessure mortelle, et qui, en plus de ça, c'est tanking de base, etc. C'est vraiment la meilleure troupe de base de l'armée, sans aucun doute possible, à peu de choses près, en fonction de quelle armée vous allez jouer, de quelle sous-faction vous allez jouer, et bien, donc le Vindictor, lui, c'est total combo de lui foutre plus une attaque, pour avoir plus de chances de faire des blessures mortelles. Donc maintenant, effectivement, vous allez jouer Vendu Summerend avec à côté 10, 15, c'est vraiment si vous voulez pousser donc à 360 points, ou avant c'était 130, les mecs, là c'est tout récent qui sont passés à 110, genre à 120, qui ont perdu 10, mais en général, voilà, vous jouiez Vendu Summerend avec à côté une unité de 10 Vindictor, et ça faisait le café, c'était pas cher, c'était un combo qui était pas cher du tout, et qui faisait le café. Et qui faisait carrément le café, et donc voilà. Donc c'est pour ça que vous allez jouer Vendu Summerend, hein, spécifiquement. Et puis aussi parce qu'il y a quand même une grosse bulle qui vous immunise à la bravoure, et quand vous avez peu de figurines, vous êtes content de ne pas perdre une figurine supplémentaire à la phase de bravoure. Ensuite vient Indrasta, qui est aussi notre héros, un peu symbole de notre début de V3, qui avait mis en avant les monstres, et du coup on avait Indrasta qui était supposée être une chasseuse de monstres efficace. Alors c'est une chasseuse de monstres correcte, mais en vrai on s'en fout. Malheureusement en fait elle a un bon DPS, le problème c'est qu'en fait elle n'est pas assez efficace en tant que chasseuse de monstres. Elle a commencé sa carrière à 300 points. Aujourd'hui, elle a 260 points. Je pense qu'elle est encore 20 points trop chère. Pour vous dire un petit peu à quel point elle est surcoste. Alors, elle est très tranquille parce qu'elle a une ward de 4+, mais quand même, je trouve qu'elle est encore 20 points trop chère. Je pense qu'elle serait le mieux à 240 points parce qu'elle tape pas si fort que ça. Elle tape fort, mais en fait, dans notre méta actuel, elle tape correct, en fait. Elle tape correct, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une tueuse de monstres, malheureusement, vraiment. Et qu'est-ce qu'elle a pour elle? Bon, elle a pour elle elle aussi, elle immunise au Battle Shock autour de elle, mais à 12 pouces. Bon, c'est pas mal, c'est quand même pas mal. 2 fois moins que Vendu Summerend, mais c'est quand même pas mal. Et après, qu'est-ce qu'elle a pour elle? Elle a pour elle de faire revenir à chaque tour un modèle qui a dans chacune des unités qui sont à 12 pouces de elle, donc vous pouvez avoir jusqu'à 2-3 unités autour de elle, hein, malgré tout, avec s'ils ont un score de blessure de 3 ou moins. Donc vous pouvez faire revenir jusqu'à 3 modèles en gros, hein, en fonction de comment vous faites votre placement, vous gérez bien autour des 12 pouces autour d'elle, vous pouvez mettre facilement 2-3 unités, vous pouvez faire revenir jusqu'à 2-3 bonhommes autour de elle, ça fonctionne assez bien, sachant que comme elle vole, vous pouvez largement lui faire un floc, un vol de... je sais plus comment on appelle ça, comment on appelle ça, les trucs d'oiseaux, là. Les nuées, voilà, vous la faites accompagner de... Où est-ce qu'ils sont? J'aveugle. Voilà. De Prosecutor qui ont le même mouvement que elle. Et vous pouvez vous faire un combo volant tout à fait viable. Mais aujourd'hui, malheureusement... Et c'est viable, vous pouvez la jouer, hein. Je veux dire, de tous les héros là que j'ai cités, en disant elle est trop chère, ils sont trop chers, c'est la plus viable de tous les héros. Elle est encore 20 points trop chère, mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Son DPS est correct, ses compétences sont utiles. À la différence des autres, où je vous ai dit, bah là, pas de bonus, compétences qui ont aucun intérêt sérieux dans un champ de bataille, et tout ça, obsolètes, et tout.
on trouve mieux à côté et tout. Bah là, elle vous ressuscite des mecs de manière fiable, ça c'est sûr. Bon, avec un score de wound de 3 maximum, mais c'est quand même... Bon bah voilà, effectivement, vous n'allez pas l'utiliser pour faire revenir vos Dracosian Guard. Ce serait un peu cheat. Donc voilà, ce serait abusé de le faire. Donc vous pouvez faire revenir non, les castigators, pas du tout. Pardon. Vous pouvez faire revenir les paladins de base. Les paladins de base, ils ont un score de blessure de 3 de base. Vous pouvez faire revenir des paladins. Vous pouvez faire revenir... et les évocateurs aussi, ils ont un score de blessure de 3. Donc c'est que des unités qui sont particulièrement impactantes et particulièrement fortes. Vous pouvez l'utiliser pour les faire revenir de manière un petit peu honteuse. Je crois qu'ils ont un score de blessure de 4, hein, les Annihilators. Non, ils ont aussi un score de blessure de 3. Ils ont un score de blessure de 3. Bon, bref. Donc, Indrasta, elle est pas jouable. Elle est juste aujourd'hui pas jouée parce qu'il y a tellement d'options de jeu dans les autres héros jouables que elle est juste pas jouée pour ça. Et puis parce qu'en fait, finalement, son fameux rôle d'être une tueuse de monstres, bah en fait, elle est pas si ultra ouf que ça en tant que tueuse de monstres. Donc voilà. Donc on a alors 19 héros vraiment jouables. Attention, les 21 autres héros sont aussi jouables, mais vous trouverez soit beaucoup mieux à côté, pour un prix relativement équivalent, soit ils représentent un sacrifice car vous aurez beaucoup de mal à les rentabiliser dans la manière dont fonctionne le jeu actuellement. En V1 d'AOS, il n'y avait aucun sorcier chez les Stormcast. En 3 années, l'armée a récupéré 9 sorciers de niveau 1 et 2 sorciers de niveau 2, et pas... deux sorciers de niveau 2, parce qu'en fait, Krondys n'est pas un sorcier de niveau 3, comme je m'étais mis en tête. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et oui, il y a effectivement 3 unités qui ont le mot-clé sorcier, mais qui n'ont pas accès au domaine de sort, puisque on a la nouvelle... la nouvelle unité des Domitan Stormcoven. Donc on a les évocators et les évocators sur Dragon Line qui ont le mot-clé Wizard, et les Domitan Stormcoven. Qui sont trop chers, hein. Qui sont 25 points trop chers, en vrai. Au moins. Ouais, 25 points. Ils sont 25 points trop chers. Je pense qu'ils seraient... Ouais. Bon, bref. Donc ça fait 1h30 que je parle. On va dire que c'est tout. Ça vous fait une analyse très succincte de nos héros Stormcast actuels. Et je reviens très bientôt pour vous parler d'une liste d'armée, pour faire une liste d'armée. Voilà, vlog 29, liste d'armée. Voilà. Et puis bah voilà, 1h30 à parler des héros Stormcast et à vous dire quand même... on se rend compte quand même qu'on a pas mal de héros qui servent pas à grand chose. Il y a quand même des questions à se poser sur ces comptes, tout ce qui a été conçu, quoi. À quoi ça sert d'avoir autant de héros qui sont pas joués, du coup pas achetés, hein, en vrai. Hein. Ils sont pas achetés. Les figurines sont sympas, il y a quelques personnes qui les jouent pour faire quelques conversions, mais par rapport à ce qui pourrait être fait, elles sont pas achetées, ces figurines. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que je me suis planté, notamment dans mes analyses de certains héros. N'hésitez pas à me le dire, je serais très curieux d'avoir vos opinions sur le sujet. C'est pas une question de référencement, j'en bats les reins, la chaîne n'est pas monétisée ou quoi que ce soit, donc on s'en fout, hein, c'est juste vraiment d'avoir l'idée d'avoir votre opinion, parce que là je parle, c'est un peu une logorée, je vous donne les choses telles quelles, mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, car en l'occurrence, personnellement, il y a des si, hein, avec des si on refait le monde, mais je pense qu'on pourrait augmenter d'une 30aine de points tous les Lords d'Arcanum, et parce que ce sont des Lords d'Arcanum dans l'histoire, dans le lore des Stormcast, tous les faire passer niveau 2. Et là, alors les Aventis Firestrike et le Lord d'Arcanum sur Toralon, eux, ils peuvent rester à 270, 250 points, et les faire passer niveau 2. Mais
le Lord Arcanum à pied sur Draconline et sur Griff Charger. Moi, je veux bien qu'ils prennent 30 points chacun et qu'ils passent niveau 2. Et là, oui. Là oui, je comprendrais qu'on ait 9 sorciers dans l'armée. C'est-à-dire qu'en vrai, je me demande s'il n'y a pas... Donc là on a 11 sorciers. On a 11 sorciers, parce que je n'avais pas compté les... Est-ce qu'on a... En vrai... À compter, hein, mais on n'est pas loin de Tsenj, hein. En fait, on n'est pas loin de Tsenj. Parce que Tsenj, en fait, ils n'ont pas tant d'unités que ça. Bon, après, comparer la quantité d'unités qu'il y a chez les Stormcast avec Tsenj, c'est le jour et la nuit. Mais voilà, là, on voit très clairement qu'il y a un problème en termes de corrélation de troupes et tout ça. Donc, voilà. N'hésitez pas, donnez-moi votre avis. Peut-être que vous allez me dire que si tel héros est super et que vous le jouez tout le temps, et que vous l'avez vu plein de fois en tournoi. Peut-être. Mais je ne crois pas me tromper de ce que j'ai pu observer et voir par le passé au cours de la V1 et de la V2, et de ce que j'ai pu constater et observer un petit peu au cours de la V3. Voilà. Mais quand même, pour moi, ça témoigne quand même d'un gros problème de conception et de réflexion sur l'armée des Stormcast, ce que je vous disais dans le vlog précédent. Que c'est pas normal, en fait, de se retrouver avec ce genre de situation où on a tant de héros qui ne servent à rien, en fait, qui ont des aptitudes qui sont inadaptées au gameplay actuel du jeu. Qui a un tel décalage avec nos fameux lords célestants, qui sont vraiment, en fait, restés en V1. Bon, vous allez me dire... je vais pas repartir sur les autres Battletomes qui sont sortis récemment et qui... Bon. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, au prochain vlog.